Bonsoir à tous, je suis ravie de vous recevoir dans cet entretien spécial ici dans la capitale marocaine, Rabat, à l'UM6P, à l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat, à l'occasion d'un forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle. C'est un événement qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et qui est initié par un centre international spécialisé sur l'intelligence artificielle, le AI Movement. C'est ici que ça se passe. De quoi parle-t-on? Des enjeux majeurs de cette question névralgique qu'est l'intelligence artificielle au Maroc, mais ailleurs également, et ici même, dans cette université, a lieu des débats avec de grands spécialistes, des ministres marocains étaient là, des hauts responsables marocains, africains, français, des membres du secteur privé sont là également pour débattre de ces enjeux, et ils sont nombreux et ils sont pluriels, et c'est une véritable révolution que nous sommes en train de vivre au fur et à mesure que l'on avance et que l'on écoute ces débats stratégique ici à Rabat, dans le cadre de cette université. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui dans cet entretien spécial l'un des plus éminents participants à cet événement, Monsieur l'ambassadeur Omar Hillel, représentant du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonjour madame, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Je vous propose de revenir, Votre Excellence, sur cette résolution qui a été présentée de manière conjointe à l'ONU par le Maroc et par les États-Unis. Vous avez parlé d'une résolution historique, vous avez parlé d'une résolution fondatrice. Pourquoi est-elle historique? Pourquoi est-elle fondatrice dans le domaine de l'intelligence artificielle? Effectivement, c'est une résolution historique parce que c'est la première fois dans les annales des Nations Unies que la question de l'intelligence artificielle fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale. C'est une résolution qui a été co-sponsorisée par 120 États membres et c'est une résolution qui a été également adoptée par consensus. Elle fait l'unanimité de la communauté internationale. Elle est historique parce qu'elle établit les fondements d'une discussion future sur la question de l'intelligence artificielle parce que c'est une question qui est en permanent mouvement et les Nations Unies avaient besoin de l'aborder d'une manière soft, d'une manière plus positive. Et la manière de dire que la communauté internationale a besoin d'une intelligence artificielle qui soit sûre, qui soit éthique, qui se focalise également sur le développement humain, le développement durable. Et c'est une résolution qui doit également ouvrir des pistes pour la discussion entre les États membres afin de voir comment ils peuvent en faire un véritable vecteur de développement et non pas ne plus rester un domaine de compétition entre les grandes puissances et les grands pays. Et maintenant, c'est une manière également de s'approprier l'intelligence artificielle. Ce n'est plus se l'approprier sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan éthique. Ce n'est plus une question qui est discutée uniquement à haut niveau entre les grandes puissances scientifiques, technologiques ou militaires, mais une question qui fait également l'objet de débats parmi les États membres des Nations Unies, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, parce que l'intelligence artificielle touche tous les aspects de la vie au quotidien. Et c'est également l'intelligence artificielle, elle est malheureusement mal répartie. Comme j'ai eu le plaisir de l'exposer ce matin, quand on regarde la carte du monde, on voit que l'intelligence artificielle se situe, son développement, ses applications, se situe au nord, alors qu'au sud, c'est désert, plus particulièrement l'Afrique. L'intelligence artificielle, quand on la comptabilise, quand on veut la mesurer en termes de start-up, on trouve que dans le monde, il y a pratiquement 3485 start-up, mais la plupart sont dans le nord. Les États-Unis accaparent le plus grand nombre, plus de 1500 start-up, alors que dans ce qu'on appelle le sud global, il n'y a que le Brésil, il n'y a que
Singapour, il n'y a que l'Inde qui s'accapare à peine une centaine de start-up et encore ils sont embryonnaires. Où est l'Afrique? C'est d'où l'importance de l'événement que nous vivons aujourd'hui. On l'avait dit, c'est un jour, moi j'estime que c'est un jour historique pour l'Afrique. Parce que pour la première fois, sur le continent africain, un événement qui porte sur l'avenir de l'humanité est discuté. Il est porté par le Maroc, il est discuté par le Maroc, il est discuté ici, à Rabat, et c'est une projection vers l'avenir. Une projection vers l'avenir, ça révèle votre enthousiasme et votre envie justement de parler d'intelligence artificielle de manière soft et positive, comme vous l'avez dit à l'instant. C'est l'esprit de cette résolution qui a été complètement présentée à l'ONU avec les États-Unis. J'aimerais revenir, Monsieur l'ambassadeur, avec vous, avant de parler effectivement de ce levier stratégique que peut représenter l'intelligence artificielle sur le continent, sur l'un des premiers enjeux qu'est cette gouvernance, la réglementation, la régulation, ce consensus dont vous avez parlé à l'ONU. Que représente-t-il exactement? Je vous ai entendu dire qu'il s'agissait d'un consensus substantiel et donc engageant pour les pays. Aujourd'hui, lorsque vous avez parlé effectivement de situations fragmentées, il y a cette question de déséquilibre et de répartition un peu disparate, effectivement, en termes de régulation et de garde-fous. Est-ce que c'est bien là le postulat de départ? Est-ce que c'est bien là qu'il faut commencer? Parce que c'est vrai qu'au fil des débats, on est intéressé, mais parfois un peu perdu sur la manière dont est régulée cette intelligence artificielle. La question de la gouvernance, elle est fondamentale. Et c'est ce qui va déterminer l'évolution de l'intelligence artificielle dans les prochaines années, sinon dans les prochaines décennies. Mais avant de l'aborder, je voudrais juste, vous avez parlé de l'essence de la résolution. La résolution n'a pas abordé la question de la gouvernance, mais s'est focalisée sur l'importance de faire de l'intelligence artificielle un instrument pour la mise en œuvre des objectifs de développement de l'agenda 2030, parce que les Nations Unies se sont rendues compte que dans la majorité des pays en développement, et surtout les PMA, les pays les moins avancés, le taux de mise en œuvre a atteint à peine 25%. 10 ans, presque 10 ans, parce que c'était en 2015, 9 ans, il y a à peine 25%. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Pourquoi les pays en développement, et particulièrement les PMA parmi eux, n'arrivent pas à mettre en œuvre, n'arrivent pas à atteindre les objectifs? L'agenda a plutôt... L'intelligence artificielle va permettre une accélération de la mise en œuvre de ces ODD en les facilitant, en les vulgarisant et en voyant comment les pays peuvent utiliser et optimiser leurs forces et de l'autre côté, mieux gérer leurs faiblesses dans la mise en œuvre de ces ODD. Ça, d'un côté. De l'autre côté, si on revient à la gouvernance. La gouvernance, celui qui maîtrise la gouvernance maîtrisera en quelque sorte l'intelligence artificielle de demain. C'est pour ça que nous assistons actuellement à un télescopage des initiatives. Il y a l'exécutif Act du président Biden qui parle entre autres comment gérer et surtout comment faire en sorte que l'intelligence artificielle soit utilisée à bon escient, que soit utilisée de manière soft et puisse préserver l'éthique, les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance également. Il y a des Européens qui viennent d'adopter une loi, le Parlement européen, mais le Parlement européen se focalise uniquement sur la réglementation, comment protéger leurs citoyens des méfaits ou de mésusages ou l'usage inapproprié de l'intelligence artificielle en termes de fake news, de deep news, de cybercriminalité, blockchain, tous ces aspects, ça, les Européens. Les Chinois viennent de présenter une résolution qui s'appelle la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Pour les Chinois, ils ne veulent pas
parler des aspects des droits de l'homme. Ils veulent parler de la gestion en général pour ce qu'ils appellent le développement de l'humain en général. Mais ils ne veulent pas entrer dans les détails parce qu'ils ont d'autres soucis. Il y a les Britanniques qui ont adopté un code. Mais c'est pour ça que j'ai dit il y a plusieurs un télescopage des initiatives et l'ONU, et cette résolution d'ailleurs, un des dispositifs de cette résolution parle d'encourager la discussion sur la manière d'harmoniser ces gouvernances, les propositions. Mais ça va être difficile, ça ne va pas être aisé, ça va être laborieux, mais au moins la résolution a posé les jalons d'une discussion future, pas dans les capitales des uns et des autres, ou bien dans les groupements régionaux, mais au sein des Nations Unies, comme l'a dit quelqu'un ce matin, notre maison commune. Notre maison commune, Notre maison commune pour le bien commun de l'humanité. Alors c'était justement le représentant français qui a parlé de cette maison commune, Aurélien Le Chevalier, qui a d'ailleurs lancé un appel au Maroc pour faire partie du pacte mondial que la France est en train de mettre en place en matière d'intelligence artificielle. Rebondissons là-dessus, sur justement le crédit que le Maroc a dans ce domaine. Déjà, le Maroc est choisi par les États-Unis pour présenter la résolution. Le Maroc fait partie du comité de pilotage du futur sommet international qui va se passer à Paris en février 2025. Et le Maroc, encore, donc, est appelé par la France à faire partie de ce pacte mondial dans la discipline. Cela montre la confiance, la fiabilité du Maroc en tant que locomotive pour justement poser les jalons d'une stratégie africaine d'intelligence artificielle. Comment le Maroc, avec une stratégie naissante, peut accompagner cette stratégie sur le continent? Vous savez, toute stratégie, que ce soit économique, que ce soit dans le développement humain ou l'intelligence artificielle, émane d'une vision. Et le Maroc a de la chance d'avoir un souverain qui a une vision globale, des grands enjeux mondiaux, des grandes questions globales, et surtout un souverain qui a une sensibilité particulière à l'égard de l'Afrique et un intérêt également très grand, avéré pour tout ce qui concerne le développement dans le monde, parce que le souhait de Sa Majesté le Roi, c'est d'ancrer le Maroc dans la modernité, avec les pays développés, mais en même temps d'être, comme vous avez dit, la locomotive des pays frères africains, asiatiques, latino-américains. Et cette vision, elle émane de Sa Majesté le Roi, qui a fait que le Maroc soit sollicité, vous venez de dire, par Paris, parce que nous ne courons pas derrière les responsabilités, nous ne courons pas derrière les prestiges, nous disons nous voulons jouer tel ou tel rôle. Non, c'est les pays qui font appel à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une crédibilité du Maroc. Quand nous nous engageons, nous délivrons. Il y a également le développement économique de notre pays. Il y a l'élément également qui est très important, c'est nos ressources humaines. On a des cerveaux, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des compétences qui sont à la hauteur pratiquement, sinon plus que les compétences mondiales. Et on a également cette politique de coopération Sud-Sud. Nous n'avons pas d'agenda caché. Nous voulons nous développer, nous voulons nous mettre au diapason des pays déjà développés, notamment dans le domaine que ce soit dans l'intelligence artificielle, ou bien en général dans l'éthique, la technologie, l'innovation, pour faire également profiter notre continent. Parce que le Maroc, havre de prospérité tout seul, ça n'aidera pas le continent africain. Nous voulons être prospères, mais également avec les pays avec lesquels nous avons d'excellentes relations, parce que la vision de Sa Majesté le Roi, elle est une vision également solidaire. C'est exactement, humaniste. Voilà, des pays avec qui on a de bonnes relations et avec qui le Maroc a des valeurs communes, partage une solidarité, une culture. Et ce serait peut-être là que réside la spécificité de cette stratégie africaine. Comment la stratégie africaine en matière d'intelligence artificielle va-t-elle se distinguer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la stratégie européenne, de la stratégie chinoise, de la stratégie américaine? Par quoi commencer, en sachant que l'on part quand même un peu de loin?
avec une expertise, une ambition marocaine, mais le continent est disparate. Il y a un constat que l'on ne peut pas éviter en termes d'infrastructure qui est bien insuffisant. Il y a des chiffres qui ont été dits aujourd'hui, qui ont été édictés, qui ont été et qui parlent d'eux-mêmes. 31% de l'intelligence artificielle en Afrique est beaucoup plus cher. Il y a la question d'accessibilité. D'autres chiffres également. Vous parliez de déséquilibre nord-sud, effectivement. Professeur Amel Serrouchni, qui organise donc cet événement en partenariat avec l'UNESCO, est allée encore plus loin. Lorsqu'on l'écoute, elle parle de 97% d'emplois qui vont être créés, 85% qui vont être supprimés. A priori, c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que les emplois créés seront créés dans le nord et que les emplois supprimés seront supprimés dans le sud. Comment résoudre cette équation qui est quand même délicate, en sachant qu'on a un potentiel de ressources humaines qui est le plus important sur le continent africain, puisqu'on a 70% de la population qui a moins de 30 ans? Je crois qu'il y a une confusion à clarifier, plus particulièrement sur la question de l'emploi. C'est vrai, dans le Nord, il y aura davantage de création d'emplois et un certain nombre d'emplois vont être pratiquement éliminés ou bien vont être abandonnés par la force des choses, par le progrès scientifique. Mais au Sud, il y a un problème d'emploi. C'est ça ce que nous oublions. Les gens n'arrivent pas tous à trouver un emploi. Donc, ce problème, au niveau de l'intelligence artificielle, ne se pose pas pour les pays africains, ne se pose pas pour les pays du Sud. Pour qu'il puisse se poser, il faut que ces pays atteignent le même niveau de développement et le même niveau de maîtrise de l'intelligence artificielle. Et c'est là où il y a également ce grand décalage. Vous l'avez bien souligné, pour qu'il y ait intelligence artificielle, il y a les conditions. On ne peut pas la vendre clé en main. Ce n'est pas comme une usine. Il faut des cerveaux, des ressources humaines, il faut des infrastructures, il faut l'électricité, il faut Internet. C'est tout un écosystème qu'il faut créer dans un pays. Or, les pays du Sud, ou les pays de l'Afrique, quelles sont leurs priorités actuellement, 2024? C'est tout d'abord la sécurité de leurs frontières. C'est tout d'abord l'éducation de leurs enfants, la santé. C'est la lutte contre le trafic des êtres humains. C'est la lutte contre le trafic de la drogue. C'est la lutte contre l'extrémisme violent. Vous voyez, toutes ces priorités font de telle manière ou de telle sorte qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources à mettre à la disposition, ou plutôt à investir ou à allouer au développement de l'intelligence artificielle. D'où l'importance de cette université dans laquelle nous sommes, et le centre, AI Movement. Actuellement, il y a, si ma mémoire est bonne, il y a 5000 étudiants qui étudient, dont pratiquement 15% sont africains. Donc, c'est un investissement que le Maroc fait. Et la plupart d'entre ces étudiants africains, leur bourse, c'est le Maroc qui les offre. Donc le Maroc investit dans la jeunesse africaine, dans les étudiants africains, dans le cadre de coopération et de programmes avec ces pays africains. Et c'est ce qui va leur permettre, en quelque sorte, de décoller le moment venu au niveau de la science, de la technologie et de l'innovation. Il y a toujours des prérequis. En termes surtout en termes d'intelligence artificielle. Vous avez donné des chiffres et des statistiques. D'ici 2030, l'intelligence artificielle va générer pratiquement entre 15 et 17 milliards de dollars de gains. Alors, l'Afrique aura dans ces 15 pratiquement 1,5 milliard. Mais à condition qu'ils soient prêts, à condition d'investir dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas quelque chose qui va venir automatiquement, mais il faut un effort. Le Maroc, c'est heureusement, grâce à la stratégie de Sa Majesté, l'INSRO, grâce à sa vision, est en train pratiquement de s'activer dans ce domaine. Il y aura des écoles de codage
ici, il y en a déjà. Casablanca, il y aura une, je crois, à Tanger. Pratiquement dans toutes les grandes villes, il y aura des écoles où les étudiants vont apprendre la maîtrise, la gestion, la création de l'intelligence artificielle. Et comme cela a été dit ce matin, l'intelligence artificielle progresse d'une manière phénoménale. Et les États qui ne prennent pas la vitesse, qui ne la suivent pas très près, ils sont, même les États à revenus intermédiaires, ils seront dépassés. Quand nous prenons par exemple l'Amérique latine, on dit que l'Amérique latine est plus développée que l'Afrique, mais à part le Brésil, un tout petit peu le Mexique, un tout petit peu l'Argentine, mais ils sont pratiquement en retard, un énorme retard. Parce que tout simplement, ils ont leurs propres problèmes économiques, problèmes de transition, parce que quand ils ont des problèmes politiques, ça impacte leur plan de développement. Et ce qui fait que investir dans l'intelligence artificielle nécessitera un effort colossal, à part, bien sûr, mais la base de cet effort colossal, c'est l'éducation, c'est la jeunesse, et c'est une vision ambitieuse, mais il faut faire également des sacrifices. Alhamdoulilah, notre pays est stable, notre pays est en plein décollage, notre pays est devenu un pays émergent. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, mais nous avons une vision, nous avons un souverain, nous avons une ambition pour nos jeunes, pour notre avenir, et c'est ce qui nous donne. Ce qui manque chez les autres, c'est cette envie folle de réussir, d'aller plus loin, mais également de ne pas le faire tout seul. C'est ça notre particularité et c'est ça notre force. Une dernière question, Votre Excellence, si vous le permettez, sur la manière dont le haut diplomate, le diplomate chevronné que vous êtes, inscrit justement cette intelligence artificielle dans l'exercice de son métier, dans l'exercice de la diplomatie, dans l'exercice de votre mission délicate, qui est celle de défendre les valeurs cardinales du royaume. Vous avez, dans une actualité récente, été amené justement lors de 2 événements dans les dernières semaines, lors du C24 à Caracas et tout récemment lors d'une réunion du Conseil de sécurité lors de la situation sur les réfugiés dans le monde, été amené à, une fois de plus, répondre à l'Algérie et à sa instrumentalisation de la question du Sahara marocain. Comment l'ambassadeur, représentant du Royaume du Maroc aux Nations Unies pourrait inscrire cette intelligence artificielle dans ce combat-là? Vous savez, il y a des domaines où l'intelligence artificielle ne peut rien donner. C'est le domaine de la défense d'une cause. Soit on a cette passion, cette envie, cette force, la motivation. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'être humain. Il ne remplacera jamais l'amour du pays. Il ne remplacera jamais la militance. Il ne remplacera jamais sa foi dans ce qu'il fait. L'intelligence artificielle peut nous aider dans un certain nombre de domaines. Peut-être la collecte de l'information. C'est vraiment... Probablement. Probablement, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand on est dans une salle, qu'on doit répondre instantanément, l'intelligence artificielle ne peut pas nous aider. Mais moi, mon intelligence artificielle, c'est ma passion pour ce que je fais. C'est mon amour pour mon pays. Mais la plus grande force de mon intelligence artificielle, c'est la confiance de Sidna Lenson. C'est ses recommandations. C'est la responsabilité qu'il m'a confiée. Et ça me donne pratiquement plus que l'intelligence artificielle ne peut générer. Que ce soit en termes de force de conviction, de capacité de réagir, de convaincre, et surtout d'être constamment vigilant, constamment prêt à défendre, constamment disposé à réagir. C'est ça mon intelligence artificielle. À moi, c'est mon Maroc, mon souverain, mon pays et notre Sahara. Et notre Sahara.
Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir et un honneur vraiment de vous recevoir à l'occasion de ce forum inédit, historique, de haut niveau sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie et vous souhaite une excellente poursuite dans votre mission. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'est un privilège pour moi de participer à ce programme ô combien prestigieux. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Également. Et merci à vous. C'est la fin de cet entretien spécial sur Média TV. Excellente suite des programmes.